Salut tout le monde. Merci d'être là pour ma présentation. C'est plaisir de voir autant de monde. Donc, comme le disait Cassandre, c'est une présentation que j'ai préparée pour la conférence Dev Montréal qui est dans 2 semaines. Mais voilà, c'est une petite répétition pour moi et pour vous, l'occasion de voir la présentation si vous n'avez pas la chance de venir à la conférence. Ou si vous avez la chance de venir, vous pourrez aller voir l'autre présentation qui est à la même heure. Peut-être bien aussi. Ok. Cette présentation, le but, moi, je vais vous présenter. En fait, c'est un retour d'expérience sur un side project que j'ai fait, mais un side project que j'ai eu la chance de pouvoir mettre en utilisation quotidienne au sein de la compagnie où je travaille. Donc, il y a un petit peu de technique parce que j'ai envie de parler de code et je pense que vous venez pas juste pour entendre, pour m'entendre parler, mais voilà, c'est pas une formation, c'est aussi l'occasion de présenter un petit peu différents types de projets. Petite présentation de moi très rapide. Je suis développeur, j'utilise React depuis quasiment 10 ans. Je vais bientôt pouvoir avoir la chance de dire que j'ai 10 ans d'expérience en React. Et sachant que ça a été créé il y a 11 ans, c'est plutôt cool. J'ai créé des blog posts, même si je pense que le dernier doit avoir plus d'1 an. Mais voilà, c'est toujours mon blog qui est disponible si vous voulez aller y jeter un œil. Les liens seront à la fin. J'ai écrit quelques livres aussi. J'ai écrit un livre sur React en français, publié en France. Maintenant, il y a une nouvelle édition, mais bon, le livre est toujours là si vous voulez. Et occasionnellement, j'ai donné des cours, notamment au Wagon. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'était pas du React, c'était plus pour des débutants en programmation. C'est quelque chose que j'aime bien faire en règle générale. Je ne pouvais pas ne pas parler de Split parce que c'est mon projet du moment. C'est pas celui que je vais présenter ce soir, mais c'est un petit projet open source que j'ai fait. Je pourrais en parler un peu plus à la fin, mais globalement, c'est une alternative open source à Splitwise ou TreeCount. Donc voilà, j'ai mis le logo là, on pourra en parler plus si vous voulez. Et je travaille pour la compagnie Vasco. Je ne suis pas là au nom de ma compagnie, mais je trouvais que c'était quand même important de le mentionner parce que c'est quand même la compagnie qui m'a laissé faire ce projet. C'est un projet que j'ai fait sur mon temps personnel, mais qu'ensuite j'ai pu maintenir sur mon temps de travail. Donc voilà, la moindre des choses, c'est au moins de citer le nom de la compagnie. Donc, je pourrais en parler plus après la présentation si vous voulez. Donc comme je disais, c'est un retour d'expérience sur un side project. C'est un side project pour lequel j'ai utilisé Liveblocks et Clerk, qui sont les deux librairies que je vais présenter ce soir. Cependant, ce n'est pas une formation à Liveblocks et Clerk. Je vais présenter du code, mais globalement, vous pourrez en savoir à peu près autant que moi sur ces deux librairies après, je pense, une heure à aller voir leur documentation et à essayer leurs exemples. Et ce n'est pas non plus une présentation sur une méthodologie agile. Sinon, je ne serais pas ici, je serais à l'Agile Tour. Mais voilà, c'est quand même. Je vais parler un petit peu de méthodologie parce que c'est un peu le but du side project. Donc, comment on gérait nos projets donc chez Vasco quand je suis arrivé? Alors, on n'utilise pas Scrum, on n'utilise pas Kanban, on n'utilise pas d'autres méthodologies. On utilise quelque chose qui s'appelle ShapeUp. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant d'y arriver. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui l'utilise. C'est les personnes qui sont derrière. C'est Basecamp qui a fait cette méthode. C'est les gens qui sont derrière Ruby on Rails et d'autres produits. C'est une méthodologie que je pense qu'on peut la qualifier d'agile. Je ne sais pas si eux se définissent comme ça, mais en tout cas, pour moi, ça allait un petit peu. Ça reprend pas mal de concepts, des méthodologies agiles. Le côté, on a des cartes qu'on déplace d'une colonne à l'autre et tout ça. Ça reste assez simplifié par rapport aux méthodologies qu'on trouve. Et nous, on ne l'applique pas strictement. On en prend un petit peu ce qu'on veut. On itère, on essaye des choses, on décide que finalement, on va récupérer cet élément-là, mais on va changer tel autre élément, même si ce n'est pas dans la méthode. Et voilà, on itère. Mais globalement, les choses à savoir, c'est qu'on s'organise en cycle. C'est exactement la même chose qu'un sprint. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé autrement, mais ça s'appelle un cycle. C'est pour ça qu'on appli s'appelle Cycles. J'étais très très inspiré quand j'ai trouvé le nom. Et dans un cycle, on crée des pitchs, ce qu'on peut globalement assimiler aux épiques dans des méthodologies agiles, dans lesquels on crée des scopes et dans lesquels on crée des tâches. Voilà, c'est à peu près, je pense, tout ce que vous avez besoin de savoir sur ShapeUp pour suivre un petit peu ma présentation. C'est vraiment pas le cœur de la présentation.
Et qu'est-ce qu'on utilisait pour gérer nos projets? On n'avait pas d'application dédiée, on utilisait un whiteboard Excalijo. Excalijo, je ne sais pas si vous connaissez, normalement c'est fait pour faire des schémas. C'est aussi très bien pour faire des boards collaboratifs, où on voit les curseurs de tout le monde se déplacer, on peut déplacer les éléments, tout le monde les voit. Donc nous, on utilisait ça. Alors j'ai mis une capture d'écran, c'est volontairement un peu flouté parce que c'est quand même des données de ma compagnie. Mais globalement, on a 3 colonnes, ce qui est à faire, ce qui est en cours et ce qui est terminé. On déplace les cartes et ça nous permet d'avoir un petit peu la vision de où on en est. Dans les petites choses sympas, ce qu'on voit, c'est que dans l'entête, là c'est peut-être plus simple, dans l'entête, on voit, ça c'est la liste des scopes sur lesquels on travaille. Et on a ce petit chart. Alors là, tout est à la fin parce que c'est un cycle qui est terminé. Mais normalement, on voit les petites pastilles se déplacer le long de ce qui s'appelle le hill chart. Donc, on peut appeler ça la colline ou la montagne, je ne sais pas. Ça, c'est une fonctionnalité qui est assez sympa. Le principe, c'est que dès qu'on est en haut de la colline, c'est qu'on a tous les éléments pour travailler. Et dès qu'on descend, c'est qu'on est en train de faire le développement. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas le plus important dans cette présentation, mais c'est quand même quelque chose que j'ai dû implémenter. Donc, important de le mentionner. Et donc voilà, on utilisait Excalijo, alors ce qui est très pratique, ce qui est très souple, ça nous offre beaucoup de souplesse, ça nous offre la collaboration en temps réel, mais finalement, c'est un tableau blanc. On peut faire ce qu'on veut, on peut mal déplacer une carte si on a envie, on peut rajouter du texte où on veut, ce qui est à la fois pratique, mais ce qui peut rapidement faire que c'est un petit peu le bazar sur notre board. Donc, moi, comment j'ai parti le projet à l'origine? On en discutait avec des collègues, on s'était dit ce serait quand même bien d'avoir un outil un peu structuré pour la méthodologie qu'on utilise, sachant qu'on sait déjà exactement ce qu'on veut, parce qu'on a déjà un projet, on a déjà un board Excalijo qu'on utilise, on n'a plus qu'à répliquer ce qu'on fait sur le board dans une application. Et je pense que je m'ennuyais un jour pendant un week-end de 3 jours où il pleuvait, et je me suis dit, j'ai envie d'essayer de travailler avec Liveblocks. Donc, je me suis un peu lancé ce défi de me dire, allez, à la fin du week-end, il faut que j'ai quelque chose à présenter, pas forcément un produit fini, mais au moins quelque chose à présenter à mes collègues pour leur suggérer d'utiliser ça à la place d'Excalijo. Et c'est parti comme ça. Pourquoi je suis parti sur... Alors, en fait, pourquoi partir sur une application sur mesure plutôt que d'utiliser un produit qui existe? Aucun doute que ce qu'on fait là, on aurait pu s'en sortir avec des issues GitHub, avec un Jira, avec un Trello ou n'importe quoi. Pourquoi partir sur une application sur mesure? Je ne vais pas mentir, le premier point, c'est que c'est fun. Moi, l'idée, c'était aussi de prendre du plaisir sur ce projet-là. C'était l'occasion de découvrir des technos. Alors, à la fois pour moi j'ai appris beaucoup, j'étais super content d'apprendre à utiliser Liveblocks et à utiliser Clerk. Également pour ma compagnie, parce qu'on avait envisagé à un moment d'utiliser Liveblocks pour le produit qu'on développe, que je vais présenter juste après, Liveblocks. Et c'était l'occasion un peu d'expérimenter, de savoir un petit peu qu'est-ce qui est facile à faire avec, qu'est-ce qui n'est pas facile, c'est quoi les avantages et les inconvénients. Et le dernier point, c'est, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font régulièrement des side projects, mais moi, si on propose de faire un side project en m'assurant qu'il y a 15 personnes qui vont l'utiliser tous les jours, je trouve ça vraiment valorisant. Et du coup, c'était un petit peu ça l'idée aussi, c'était pour une fois pas créer un projet juste pour moi, mais le créer pour 15 personnes. Notez que je ne suis pas du tout parti sur quelque chose de générique. Je n'avais pas envie de créer un produit générique, je n'avais pas envie de le vendre. Il est open source, je vous donnerai le lien à la fin. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez, mais c'est pas. Moi, mon but, c'était vraiment de créer le produit tel qu'on en a exactement besoin. On a un besoin, on veut y répondre. Notre but, c'est pas de s'adapter à plein de compagnies différentes. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'interrompre. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin pour m'interrompre. Donc les fonctionnalités nécessaires que je voulais mettre en place, comme je l'ai dit, la base, c'est quand même de créer sur un board, de créer des pitchs, des scopes, des tasks. Donc ça, c'est la feature de base. Il fallait à tout prix de la réactivité et du drag and drop. Des fois, on a un peu l'impression que c'est du détail, mais il fallait que ce soit aussi facile à utiliser que Excalijo. Donc si je suis obligé de faire 4 clics pour déplacer une tâche en done ou de la déplacer, de la changer de scope, c'était pas gérable. Donc le drag and drop faisait vraiment partie des requirements. Il fallait également être capable de collaborer en temps réel sur l'application. Ça veut dire que je ne devrais pas avoir besoin de rafraîchir ma page pour voir ce que font les autres. Et potentiellement, on est 4, 5, 6 à travailler sur le même board. Donc c'était vraiment très important d'avoir cette réactivité-là.
Et finalement, dernier point, bah, ça reste une application qui est utilisée en entreprise. Donc évidemment, les données qu'on met dessus sont censées être sécurisées. Sécurisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, il ne faut pas que tout le monde ait accès à ce qu'on met, donc il ne faut pas que ce soit public. Jusque-là, j'aurais pu dire, bah, je mets juste un mot de passe à l'entrée de l'application, qu'il n'y a que nous qui connaissons, et ce serait peut-être bien. Mais l'idée, c'était aussi que si demain, il y a une autre compagnie qui veut utiliser l'application, on ait une notion d'organisation dans laquelle on a plusieurs utilisateurs, et les utilisateurs n'ont accès qu'au bord de leur organisation. Ça, on va le voir avec Clerk, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Donc voilà, c'était quand même un besoin intéressant. Les choix techniques, bah, évidemment, je suis parti sur du React parce que c'est clairement la technologie que je maîtrise le mieux. J'aurais peut-être pu en profiter pour découvrir un autre framework, mais là, c'était pas mon but. Donc, je suis parti sur React. Next.js également parce que c'est celui que je connais le mieux. Pour être honnête, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités de Next.js dans l'application. Même là, pendant la démonstration, je vais vous montrer un petit peu de Next.js et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas le code, mais ça ne va pas aller très très loin dans l'ensemble. Les features que je présente sont plus du React et un petit peu de serverless. Il y a des toutes petites parties côté serveur, mais rien de très spécifique à Next.js. DNDKit, c'est la librairie que j'ai utilisée pour le drag and drop. Alors, je ne vais pas la présenter ce soir, ce serait très intéressant, mais je pense qu'il faudrait une présentation entière pour parler de DNDKit. Bah, je ne sais pas si vous avez déjà implémenté du drag and drop, mais c'est toujours un petit peu laborieux. Alors, des fois, ça peut être très bien fait, mais il y a toujours une learning curve quand même, beaucoup de concepts à maîtriser. Donc, peut-être un sujet pour une prochaine présentation, mais là, ça aurait monopolisé tout le temps. Je vais me concentrer sur deux éléments, Liveblocks et Clerk. Présentation rapide. Alors Clerk, je viens d'en parler, c'est ce qui me permet de gérer l'authentification des utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez utilisé NextOath. Certains d'entre vous connaissent NextOath. La librairie, on va dire, un peu standard pour implémenter une authentification avec Next.js. Clerk intègre NextOath, mais dans une solution qui est complètement hébergée. Il nous donne vraiment les 4 lignes de code à ajouter sur l'application pour avoir l'authentification. Donc, c'est un peu la version hébergée, la version cloud de NextOath. Et donc, Liveblocks, la grosse librairie que je voulais apprendre avec ce projet. Il y en a qui connaissent Liveblocks? Non? Ok. Alors, Liveblocks, c'est ce qui va permettre de gérer à la fois le stockage des données et également tout le côté temps réel. C'est un petit peu similaire. Je pense que Firebase peut faire un petit peu ça aussi, Supabase le fait aussi. Liveblocks, on peut aller voir, je pense que j'ai mis le lien à leur site. Ouais. Liveblocks, eux, leur expertise, ça va être tout ce qui est. Si on a un exemple, là. Je pense que toute leur page d'accueil est à peu près réactive, mais ouais, voilà. C'est ce qui va gérer le fait que quand on a deux utilisateurs, on peut faire des actions sur la page et tout est synchronisé en temps réel sur leur serveur. Donc c'est pareil, ils nous donnent tous les outils pour nous simplifier la vie. On va pouvoir stocker des données et un autre utilisateur va voir apparaître les données en même temps sur sa page. On n'a pas ce côté de je mets à jour une donnée, donc je dois faire une requête au serveur, et de l'autre côté, je dois refaire une requête au serveur pour tout récupérer. Lui, il va nous abstraire toute la connexion, que ce soit du WebSocket ou pas à la limite. Bah, c'est même pas notre problème, c'est vraiment une surcouche au-dessus de tout ça. Je modifie une donnée, je reçois immédiatement la donnée de l'autre côté. Ça va nous, bah, comme c'est en temps réel, ça va nous gérer tout ce qui est conflit et tout ça. Donc là, ça m'a semblé vraiment adapté pour ce use case, dans la mesure où ce que je voulais, moi, c'était que c'est ça. Deux utilisateurs voient les données mises à jour en même temps et en temps réel. Donc, je vais présenter tout à l'heure Liveblocks, ce que ça donne dans le code. Voilà. Le résultat, qu'est-ce que ça donne? Je pense que je vais pouvoir vous montrer en vrai. Alors, je vais aller voir des données un petit peu plus anciennes. Donc là, ça, c'est l'application que j'ai faite. Hop, je vais zoomer un peu. Donc là, j'ai mis la liste de tous les boards que j'ai créés. Alors, on est plusieurs équipes, donc pour ça qu'il y en a plusieurs, mais globalement, on utilise l'application depuis, c'est ça, depuis début août. Donc, on utilise tous l'application au quotidien. Si je vais voir, par exemple, un ancien cycle, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc, pareil, je ne vais pas trop zoomer sur les textes, même si, bon, il n'y a rien de vraiment confidentiel, mais ça reste des données, des vraies données quand même. Donc ça, c'est mon application. Je peux m'amuser à déplacer des cartes d'une colonne à l'autre.
Je ne vais pas le montrer, mais s'il y avait un autre utilisateur connecté en même temps, il verrait exactement les mêmes choses que moi sur l'écran. Donc, il verrait les cartes se déplacer. On peut également, la petite montagne, le petit hill chart que j'ai montré tout à l'heure, qui a été réimplémenté ici. De la même manière, je peux aller déplacer mes points, mes pastilles sur le graphe. Et voilà, après, on peut avoir différents types de cartes, les cartes rouges, les cartes vertes, les cartes bleues en fonction de la signification. Ouais, ouais. Liveblocks? Liveblocks? Ouais. 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 Ouais, ça passe par leur serveur. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, je sais pas si ce sera envisageable d'avoir une solution qui fonctionne vraiment en peer-to-peer entre les machines ou quoi. Mais non, non, là, ça passe pas. Tout est centralisé. Ouais. Ouais, ça scale vraiment très très bien. On a utilisé l'application à 15 en même temps. Euh, alors, moi j'ai implémenté la fonctionnalité pour avoir les curseurs de tout le monde. Donc soyons honnêtes, quand on est 15, c'est rapidement le bazar, parce que ça fait un peu sapin de Noël, ça clignote de partout sur la page. Mais ça marchait bien. La seule limitation qu'on a eue, c'était que c'est gratuit seulement jusqu'à 10 utilisateurs simultanés. Et au-dessus, il faut payer. Mais bon, on a payé. Ouais, c'est ça. Ça reste pas très cher, mais 10 utilisateurs, en fait, pour être honnête, on avait payé au début pour les avoir, pour en avoir plus que 10. Et finalement, on a arrêté de payer, mais c'est juste qu'on s'est rendu compte qu'on était tous connectés sur le même board en même temps. Et en fait, en juste réfléchissant, en se disant, mais en fait, ça vaut pas le coup de créer un seul board, autant en créer un par équipe. Bah, du coup, on a réduit le nombre d'utilisateurs comme ça. Et c'est beaucoup plus facile à utiliser maintenant. Voilà. Voilà ce que je peux montrer sur l'application. Ah, si, petite fonctionnalité sympa. Quand on fait des meetings de synchronisation toutes les semaines, par exemple, on aime bien voir le board où est-ce qu'il est maintenant, mais où est-ce qu'il était il y a une semaine aussi. Donc j'avais ajouté la fonctionnalité d'avoir des snapshots. Là, je peux créer un nouveau snapshot pour aujourd'hui. Et ça me permet de voir la différence entre, bah, ça c'est celui que je viens de créer, et ça c'est le dernier que j'ai créé, bon, le 14 août. Évidemment, ça n'a pas beaucoup changé, vu qu'on ne travaille plus là-dessus, mais c'était une fonctionnalité qui était assez utile. Avant, on le faisait avec des screenshots manuellement. Là, c'était intéressant de l'avoir directement dans l'application. Voilà pour la petite démo de l'application. Ok. On va regarder un petit peu à quoi ressemble le code. Alors, je ne vais pas montrer le code directement de l'application parce qu'il y a beaucoup de complexité qui s'est ajoutée. J'ai décidé plutôt de créer une toute petite application, une version très minimaliste, mais ça va nous permettre aussi de voir un petit peu les étapes pour créer tout ça. Alors, donc l'application, je dois la voir qui tourne ici. Voilà. Là, ça c'est la première version de l'application que j'ai créée avec Liveblocks. J'ai pas du tout d'authentification pour l'instant. Donc pour l'instant là, ça tourne en local, mais c'est des données qui sont accessibles à tous les utilisateurs. Je peux pas zoomer sur cette partie-là, mais dans l'URL, il y a l'URL c'est /rooms/ j'ai mis something et le something c'est l'ID de la room à laquelle je me joins. Donc si je mets un autre nom, bah, je rejoins une autre room qui est ici. Si je vais ouvrir un deuxième, en fait, pardon, je ne vais pas mettre en plein écran parce que l'idée c'est aussi de voir avec deux utilisateurs ce que ça donne. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'ouvre deux fois la même room. L'application d'exemple que j'ai créée, c'est une gestion de to-do list parce que finalement, bah, l'application que j'ai créée à l'origine pour gérer nos cycles et gérer nos tâches, bah, finalement, c'est juste une to-do list très très améliorée. Mais je me suis dit que là, c'était un bon exemple à reproduire. Donc là, je suis dans une room, et si par exemple, j'ajoute une tâche d'un côté, on la voit apparaître de l'autre côté. Si je la marque ici comme faite, elle est faite ici aussi. Voilà. Assez simple, mais pour ceux qui l'ont déjà fait, en se débrouillant juste avec du REST, par exemple, bah, il y a un petit peu de logique à mettre en place quand même pour recevoir les updates en temps réel et tout ça. Là, on va voir que c'est vraiment très très simplifié par Liveblocks. Ouais. Si on refresh, si on refresh, on rejoint la salle. Ouais, ouais. Ouais, non, j'ai pas triché, c'est pas juste des... Non, non, c'est ça. Si on refresh, je pense qu'en pratique, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'en pratique, l'utilisateur quitte la salle et la rejoint immédiatement, et du coup, c'est ça. Toutes les données là sont stockées chez Liveblocks.
Je ne sais pas si Liveblocks a une solution de stockage on-premise pour qu'on puisse nous-mêmes stocker les données. Il faudrait vérifier, j'avoue que j'en ai pas du tout eu le besoin, mais ce serait intéressant à regarder. Petite info, on affiche aussi le nombre d'utilisateurs connectés. Donc si j'ouvre plein d'onglets avec plein d'utilisateurs, voilà, évidemment c'est toujours le même, mais voilà, là on voit 3 utilisateurs connectés à l'application. Ok, alors qu'est-ce que ça donne dans le code? Est-ce que c'est... Pardon? Ouais, je peux essayer de zoomer un peu, je vais assez rapidement limiter, je pense. Ouais, je ne vais pas pouvoir aller plus que ça, je pense. Donc là, c'est vraiment une application, c'est quasiment juste une application Next.js dans laquelle j'ai rajouté Liveblocks. Alors pour ajouter Liveblocks, je ne le montre pas là, c'est pas ce qui est le plus intéressant, mais il nous donne les commandes, une commande à exécuter qui nous crée le fichier de configuration qu'on n'a plus qu'à utiliser. Et ce fichier de configuration là, donc qui est liveblocks.config.ts, il a globalement une chose intéressante, c'est les types qu'on va utiliser, les types qu'on veut stocker dans Liveblocks. Donc là, si je descends, on va voir par exemple ici, le type storage. Le type storage, c'est ce que je vais stocker dans mes rooms. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre dans mes rooms? Je vais mettre des tâches, tasks. Et ma tâche, après, bon, si je vais voir juste en haut, ça c'est les types que j'ai créés moi. Une tâche, elle a un ID, un texte et un statut. Le statut étant to do ou done. Pour stocker les données dans Liveblocks, on doit les englober dans des types spécifiques Liveblocks. On a un type LiveObject pour les objets et on a le type, si je redescends juste en dessous, le type LiveList pour des listes. On va voir juste après à quoi ça sert d'avoir ces types. On ne peut pas stocker n'importe quoi dans Liveblocks, il faut que ça reste des données relativement simples. Mais voilà, dès qu'on peut faire des objets avec des listes et des chaînes de caractères, des nombres et tout ça, finalement, ça correspond quand même à la plupart des use cases. On doit pouvoir mettre des maps aussi, je crois, ce qui est assez pratique. Et avec ce fichier de configuration-là, maintenant je vais aller voir ce que j'ai dans mes pages. Donc là, c'est purement du Next.js pour ce qui est du routing, file system, file-based routing. Donc là, comme je suis dans ma page rooms / et après le room ID, j'ai ce répertoire room ID. Et donc là, une fois que je suis là, donc mon room ID, je l'extrais de l'URL. Ça, c'est du Next.js. Alors à ce propos, c'est à l'occasion de cette petite application d'exemple que j'ai découvert pour la première fois, le hook use, que j'avais jamais eu l'occasion d'utiliser, qui vient d'apparaître en React. On peut lui passer une promesse et il nous renvoie le contenu de la promesse. Et c'est assez cool à utiliser. Mais ça n'a rien à voir avec Liveblocks. Ce qui est intéressant, c'est que Liveblocks nous donne, ça c'est pareil, c'est du code que j'ai quasiment pas modifié, c'est fourni par Liveblocks, on nous donne un Liveblocks provider auquel on fournit notre clé d'API. Et ensuite, tout ce qui est à l'intérieur, comme je suis sur la page d'une room, j'ai le room provider auquel je passe l'ID de la room en paramètre que j'ai récupéré de l'URL. Et je lui passe un petit paramètre en plus qui est c'est quoi que je veux comme storage initial dans ma room. Là, je lui passe une liste de tasks vide. Ça, c'est 2 providers qui vont me donner accès ensuite aux données de la room en passant par des hooks, en passant par un contexte et donc par des hooks. Donc tout ça, j'ai mis ça dans mon layout. Et la partie intéressante, c'est sur la page en elle-même. Sur ma page, donc j'affiche le titre de ma room. Liveblocks nous fournit ici 2 hooks qu'on utilise. Un hook useRoom qui va nous renvoyer les informations sur notre room et useOthers qui nous renvoie des informations sur les autres utilisateurs connectés. Que là, j'utilise juste pour afficher le nombre d'utilisateurs. Mais on va voir dans la deuxième partie, une fois qu'on aura l'authentification, qu'on va pouvoir en afficher également un peu plus d'informations. Et ensuite, moi, mon but, c'est d'afficher sur cette page la liste de mes tâches. Donc là, je vais utiliser un hook qui s'appelle useStorage, qui va me renvoyer les informations stockées dans ma room Liveblocks. useStorage, il prend en paramètre un sélecteur. Donc, on a le root storage et nous, on veut accéder à l'attribut tasks. Donc ça, on l'utilise comme ça. Et ensuite, bon, on affiche les tasks. Là, rien de bien particulier. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est comment on va créer une tâche. Alors ça, c'est la modification. Je vais d'abord regarder la création. Comment on crée une tâche? Voilà, j'ai créé un formulaire qui n'a rien de bien complexe. Mais Liveblocks nous fournit le hook useMutation
Et use mutation, en fait, c'est pareil. On va lui passer une fonction en paramètre qui est qu'est-ce qu'on veut muter, qu'est-ce qu'on veut modifier dans le state. Et c'est là qu'on voit l'intérêt d'utiliser nos objets LiveBlocks, qu'on n'a pas juste passé une liste de tâches, on a une live list dans laquelle on a des live objects. Ça nous permet de faire des choses comme ça, de faire le storage.getTask, donc ce qui serait un peu équivalent à faire un storage.task, et ensuite de dire je veux ajouter un nouvel élément, un nouveau live object. Et là, en fait, ça nous assure toute la réactivité, parce que si j'avais juste modifié mon objet, LiveBlocks n'aurait pas pu savoir que la valeur a été modifiée, et donc il faut la synchroniser, et donc que les autres utilisateurs qui utilisent cette donnée-là doivent être avertis. Ça, c'est une manière pour LiveBlocks de gérer la réactivité. Voilà, on n'appelle pas, on ne modifie pas juste l'objet, on va dire à LiveBlocks, je veux modifier telle propriété spécifiquement, ou je veux ajouter un élément dans mon tableau, dans ma liste. Ça, c'est pour la création. Et si c'est pour la modification, on va voir que c'est assez similaire. On récupère toujours notre objet, notre attribut task, mais ensuite, cette fois-ci, bon, on va appeler .find pour récupérer la tâche qu'on veut modifier. On ne veut pas toutes les modifier. Et ensuite, on va faire un .set avec la propriété qu'on veut modifier. Là, c'est pour le statut, on veut le switcher entre to do et done. Ouais. Juste comme ça, j'ai remarqué que vous utilisez Neodem. Ouais. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment bon? Ouais, alors ça fait 3 semaines que je l'utilise, donc je ne suis pas encore très à l'aise. Mais on peut en parler après si tu veux. Non, mais c'est que pour vous zoomer, c'est pas facile. Bah, en fait, là, c'est que je suis dans un terminal. Je suis dans un terminal, c'est pas de. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, ouais, on pourra parler de NeoBeam si vous voulez. Il y a de quoi faire des présentations là-dessus aussi, je pense. Ouais. Je comprends qu'il y a dans l'explication, il y a beaucoup de mais du côté, je pense que au fond, c'est LiveBlocks? Ouais. c'est LiveBlock qui donne le sort d'élément front-end, ou c'est vraiment vous qui l'avez créé? Ah non, non, tout ça là, toute cette page-là, c'est que du front-end. En fait, LiveBlocks nous gère le back-end, hein, et nous tous les hooks qu'on utilise là, tout ça, c'est que du front-end. En fait, on explique comment appeler le back-end qui est fourni par LiveBlocks. La seule chose qui est back-end dans ce que j'ai montré, c'est la partie routing. C'est la partie où on récupère l'ID. Mince. Hop. Où on récupère ici cette page-là, et encore, non mais je suis même pas sûr, je pense que même celle-ci, ah non, même celle-ci c'est du client. Là pour l'instant, tout ce que je fais, c'est que dans le navigateur. Pour l'instant, j'ai rien fait côté back-end. En fait, LiveBlocks te donne des hooks Mm. que tu utilises et qui, derrière, à la fin, vont communiquer avec eux. Et la seule chose qu'il a eu à passer, c'est la clé de l'API de son compte qui Ouais. lui permet de se connecter. C'est ça. Et c'est d'ailleurs la clé que je passe là dans cette version est publique. C'est la clé qui est dans le navigateur, et si vous lancez l'application, vous allez voir dans la console, vous pourrez voir la clé. C'est une clé qui n'a rien de privé. Ouais. Dans la deuxième partie, quand on aura l'authentification, là on intégrera un petit peu de back-end, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire en front-end. Mais tout ça, c'est que du front-end pour l'instant. Mm. Ouais. Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est que du front-end. Là, ça se voit peut-être pas beaucoup parce que j'ai vraiment gardé le HTML pour qu'il soit minimal, mais c'est là qu'on voit, j'ai ma balise H2 pour le titre de ma page. Si on descend pour tout ce qui est modification, j'ai des inputs, j'ai des formes. C'est vraiment que du HTML basique. Et après, dans les événements, c'est là que je vais gérer mes updates. Mais tout ça, c'est que du front-end. Ouais. C'est ça. En fait, ça remplace un appel à une API manuelle que je pourrais faire avec un fetch, par exemple, ou une connexion à TRPC, GraphQL. Donc, c'est pas un fetch évidemment, mais c'est juste des codes qui permettent de tout de suite recevoir les. Ouais, en fait, c'est une surcouche à des appels API fetch. Probablement pas fetch, je sais pas si c'est du fetch parce qu'il doit y avoir du WebSocket derrière, évidemment, pour avoir la connexion en temps réel. Mais l'idée, c'est que ça nous fournit des fonctions qu'on a appelées, on n'a pas vraiment à soucier de savoir comment elles sont implémentées.
ce soit du WebSocket, que ce soit du REST, ça se trouve c'est du TRPC, je ne sais pas, et je m'en fiche quelque part. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me fournisse les fonctions et que je sache ce qu'elles vont me répondre. Ok, je pense que c'est tout ce que j'ai à montrer pour cette première partie sans authentification. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant que je passe à la suite. Ok, alors je vais switcher sur mon autre branche où j'aurai la dernière version. Je vais vérifier que mon serveur. Hop, on va lancer le serveur. Ok. Alors, donc dans cette deuxième version, ça marche du premier coup. Ouais. Donc là, dans cette deuxième version, je vais me déconnecter pour que ce soit plus réaliste. Là, cette fois-ci, bon, ça c'est la page d'accueil. J'ai juste un bouton Sign In. Et quand je me connecte, donc là, c'est là qu'on va utiliser Clerk. Moi, j'ai configuré Clerk pour lui dire connecte-toi avec GitHub. Donc là, on va me demander mon compte GitHub, l'authentification à laquelle je pense que vous êtes tous habitués, que ce soit avec GitHub, que ce soit avec Google ou n'importe quoi. Voilà. Et là, maintenant, je suis connecté. Ça, c'est Clerk qui fait ça. C'est Clerk qui récupère l'utilisateur GitHub, qui me fournit ce petit bouton-là. Vraiment, j'ai juste eu à appeler des composants pour afficher ce bouton d'utilisateur-là. Et je peux même montrer rapidement dans le code à quoi ça ressemble. Hop. Je vais le relancer. Dans le code, si je vais voir, je pense que c'est là. Ouais. Clerk, alors encore une fois, là pour l'instant, je suis que dans le front-end. Clerk, il va me fournir un composant Clerk Provider dans lequel j'encapsule toute l'application. Comme ça, après, je suis sûr d'avoir accès à tout ce que je veux. Et il me fournit des composants Sign Out, Sign In. Donc là, c'est qu'est-ce que je dois afficher si je ne suis pas connecté. Donc là, ça va être le Sign In button, qui est également fourni par Clerk. Et qu'est-ce que je dois afficher si je suis connecté. Là, j'ai mis User Button, qui est fourni par Clerk. C'est le bouton de l'avatar que j'ai montré. Et ça, c'est le lien vers la page qu'on va aller voir juste après. Évidemment, tout est complètement personnalisable. On n'est même pas obligé d'utiliser ces composants-là. Mais bon, j'avoue que pour du prototypage, c'est quand même assez pratique. D'autant que le bouton Sign In Button, par exemple, c'est vraiment juste un bouton. Il n'y a pas de style par défaut. Le style que vous voyez, le petit bouton violet, c'est moi qui l'ai rajouté pour que ce soit un peu plus joli. Mais le style de base de Clerk, c'est vraiment du HTML de base, sans aucun style. C'est assez cool. Bon, sauf pour le user, bon, évidemment, le fait qu'on affiche un joli avatar, c'est assez pratique. Voilà, bon, je vais me connecter. J'ai qu'un seul utilisateur, donc je vais être connecté deux fois dans la salle, mais hop, pardon. Deux fois sur l'application, mais deux fois avec le même utilisateur, mais on va voir que ça marche très bien quand même. Et une fois que je suis connecté, j'ai accès à... Alors cette fois-ci, on a une liste de rooms, parce que j'ai un petit peu amélioré le process. C'est pas juste je rejoins une room quand j'ai une URL. Il faut vraiment que je crée la room avant, et ensuite, d'autres utilisateurs peuvent la rejoindre. OK. Au niveau de la sécurisation, j'ai gardé ça assez basique pour cette version-là. Je n'ai pas créé des organisations dans lesquelles j'ai créé des utilisateurs. En gros, là, on va voir dans le code, mais globalement, j'ai un groupe d'utilisateurs qui s'appelle Demo. Et dès qu'un utilisateur s'inscrit, il est automatiquement rajouté au groupe Demo et il a accès au room du groupe Demo. En pratique, Clerk nous permet, je ne sais pas si je peux le faire là, Clerk permet aux utilisateurs de créer des organisations. Et donc, si j'ai envie de créer une organisation pour ma compagnie ou pour mon groupe d'amis, parce qu'on a décidé de gérer notre week-end en chalet avec cet outil-là, bah, je peux créer une organisation et ensuite inviter des utilisateurs à mon organisation. Et ça nous permettra d'avoir accès au board les uns des autres. Ouais. Une question dans le contexte de sur un intranet, la sécurité du backdoor accès, avoir accès à certains sites, quand tu es sur le VPN, par exemple, est-ce que vous savez si à travers Search, il y a une manière de configurer pour une espèce de VPN intra-job, ou étant donné c'est tous des GitHub, c'est son GitHub personnel, donc GitHub de job. Alors là, l'authentification, j'ai juste mis GitHub, mais on peut mettre en Clerk, permet de mettre ce qu'on veut, de mettre du Google, de l'authentification email, mot de passe, probablement de la connexion avec les systèmes d'identification des entreprises aussi. J'en ai pas eu besoin, je serais assez étonné qu'ils ne le fassent pas parce que ça doit quand même être un des besoins principaux. Donc oui, ça j'imagine que ça doit être géré. Ouais. Après, pour ce qui est des connexions VPN, j'avoue, je sais pas, je me suis pas du tout renseigné là-dessus. Ouais. C'est un peu plus avancé. Ouais. Ok, donc là,
encore une fois, je suis connecté 2 fois avec le même utilisateur. Je vais aller rejoindre, je vais créer une nouvelle room, par exemple, qu'on va appeler React Montréal. Alors là, cet écran-là n'est pas géré par Liveblocks directement. Là, pour le coup, c'est plutôt du Next.js classique. Je fais quand même une requête. Je vais aller voir le code parce que c'est un peu difficile d'expliquer sans montrer le code. Si je vais voir la page qui gère la liste de mes rooms, celle-ci. Ouais. Là, je fais un appel. Alors là, pour le coup, cette fois-ci, c'est une page qui est générée par le backend. Donc, pour ceux qui sont familiers avec Next.js, on n'a pas le use client en haut de la page. Donc, elle est générée côté serveur, ce qui nous permet de faire du async await et de faire des appels à une API. C'est assez pratique. Et donc là, on appelle la méthode getRooms de Liveblocks qui va nous renvoyer les rooms auxquels on a accès. Je vais passer en paramètre le groupe que je voulais ici, qui est démo. Évidemment, dans un contexte un peu plus normal, là, juste au-dessus, je récupère l'utilisateur qui est actuellement connecté. Normalement, c'est ici que je devrais récupérer à quel groupe appartient cet utilisateur, et en fonction de ça, quels sont les rooms que j'affiche. Ouais. Moi, j'ai une question, parce que là, je suis comme un peu perdu. Supposons qu'un nouvel utilisateur s'inscrit à votre service. Ouais. Vous allez lui créer un room pour lui? Non, c'est pas automatique. Là, la création des rooms, je vais y venir juste après. Mais on voit ici que j'affiche le formulaire pour créer une room. Mais par défaut, quand je me connecte à l'application, il y a juste une liste vide. Je me souviens plus si j'ai mis un texte. Si, voilà. Quand je me connecte pour la première fois, ici, on me dit juste que j'ai pas de rooms. En fait, ici, quand je charge cette page-là, je vais récupérer les rooms auxquels a accès l'utilisateur. Donc, s'il vient de se connecter, alors pardon, je dis une bêtise, c'est pas s'il vient de s'inscrire, c'est s'il vient de s'inscrire et que c'est le premier utilisateur à s'inscrire sur l'application, étant donné qu'ici, j'ai décidé d'afficher les rooms de tout le monde. L'organisation, c'est quelque chose que je n'ai pas utilisé sur cette application-là, mais c'est quelque chose que permet Clerk, c'est d'avoir des sortes de groupes d'utilisateurs. Moi, je peux créer une organisation pour ma compagnie et ensuite inviter des utilisateurs à cette organisation-là. Et donc, là, en fait, on va dire que j'ai un peu simulé ça. C'est juste que l'organisation, ici, c'est mon groupe démo. Mais en fait, il faut vraiment se dire que la partie, cette partie-là, c'est Clerk, c'est-à-dire c'est l'authentification. Et cette partie-là, c'est Liveblocks. Donc là, je récupère mon utilisateur, et en fonction de l'utilisateur, je récupère les rooms auxquels il a accès. Et comment l'utilisateur va collaborer avec un autre utilisateur? Mais ça va être géré par Liveblocks, mais je vais le montrer sur la démo juste après. Mais c'est vraiment, on va avoir deux utilisateurs connectés qui seront connectés sur la même room. Donc, comme ce que j'ai montré juste avant, les modifications de l'un vont automatiquement être visibles par l'autre. Moi, dans ça, j'ai compris, mais comment ils font pour s'inscrire au room? Parce que genre, le room, c'est un truc que les utilisateurs s'inscrivent. Ouais. Donc, comment ils s'inscrivent à la room? Bah, en fait, il ne s'inscrit pas à la room, il voit la room qui a été créée et il clique dessus pour aller la rejoindre. Il n'y a pas de notion d'inscription. Enfin, on pourrait l'implémenter, mais par défaut, une room n'appartient pas à un utilisateur. La room, elle est créée et on peut lui associer des métadonnées, par exemple, à quel groupe elle appartient. Mais c'est un groupe, mais on peut envisager que dans une organisation, on a des groupes et des sous-groupes et des sous-sous-groupes et gérer des. Enfin, ça après, c'est à nous de l'implémenter. Tout ce que nous fournit Liveblocks, c'est on peut ajouter des métadatas à nos rooms. Et à partir de là, après, on implémente la sécurité qu'on veut. Là, pour l'instant, c'est globalement, tout le monde a accès à tout, vu que je crée les rooms avec le groupe démo, et j'assigne automatiquement aux utilisateurs le groupe démo. Donc, en pratique, tout le monde a accès à toutes les rooms. Ah, ok. Je comprends. C'est ça. Et qui a créé le groupe démo? Bah, le groupe démo, c'est juste, là, c'est juste une chaîne de caractères démo que j'ai rajouté dans le code manuellement, en fait. Ah. C'est ça. Ouais. Alors, si je comprends bien en termes de structure, on a l'organisation. Ouais. Et après, on a les rooms. Alors, en fait, l'organisation, je pense que je me suis un petit peu embrouillé quand je l'ai expliqué. L'organisation, c'est géré du côté de Clerk. Donc, on a nos utilisateurs qui appartiennent à une organisation. OK ? Et après, au niveau de Liveblocks, on va avoir nos rooms. Et nos rooms, on peut décider, on n'est même pas obligé dans la première version, je crée juste des rooms sans
leur assigner de groupe. Mais là, dans cette version-ci, j'ai décidé que les rooms seraient assignés à un groupe qui s'appelle démo. Mais je n'ai même pas créé d'organisation de démo. C'est vraiment deux systèmes qui sont complètement distincts. Et le rôle de mon application à moi, c'est de décider comment je vais donner accès à une room à chaque utilisateur en fonction de son organisation ou d'autres attributs. Je pourrais créer une room pour tous les utilisateurs qui sont à gmail.com et une autre room pour tous les utilisateurs à, je sais pas, yahoo.com par exemple. Ce serait assez bizarre, mais pourquoi pas. Ça, c'est mon application qui décide comment gérer la sécurité. C'est moi qui décide quand je fais mon application. Ok, Pierre, vas-y. Mm. La gestion est confuse. C'est comme, j'interprétais, l'organisation, c'est comme l'entreprise. Ouais. Et dans l'équipe de l'entreprise, dans l'équipe, la grande équipe, on a plusieurs équipes, le front, le back, le design, par exemple, Mhm. et data. Ouais. Genre, pour chacune de ces équipes, il y a un route. Mhm. Et là, une fois inscrit dans l'organisation, l'entreprise, on est là. Et là, on a une suggestion, genre, écoute, tu peux faire partie de telle Mhm. route, de telle équipe, Ouais. ou de démo, ou n'importe quoi. Mhm. Genre, j'ai bien compris. Ouais, mais en fait, ça, c'est complètement impossible d'implémenter ça avec Clerk et Liveblocks. Mais c'est juste pas, c'est pas vraiment en standard. Il y a vraiment juste une notion d'organisation côté Clerk, enfin, organisation et utilisateur. Après, Clerk propose aussi d'ajouter des métadonnées aux utilisateurs. On peut dire que tel utilisateur appartient à une équipe, par exemple. Mais c'est pas, c'est juste un outil que fournit Clerk de dire que tu peux rajouter les données que tu veux à tes utilisateurs. Et côté Liveblocks, on peut faire la même chose avec les rooms. Et après, libre à moi dans mon application de connecter la donnée, par exemple, groupe d'une room avec la donnée groupe que j'ai stockée dans mes utilisateurs ou dans l'organisation. Voilà. C'est ça. C'est bon? Merci. Cool. Donc là, je suis sur ma page. La page que je montre, c'est la page qui liste les rooms. Et on peut aller voir le formulaire qui permet de créer une room. C'est pareil, c'est pas du comment dire, c'est pas du Liveblocks réactif purement. C'est juste encore une fois un appel à l'API create room. Et c'est là qu'on donne accès au groupe démo d'ailleurs à chaque room. Et une fois que j'ai créé ma room, je redirige automatiquement les utilisateurs vers la room grâce à redirect. Donc voilà, ça c'est là que voilà, j'ai créé ma room React Montréal. Et là, alors là, comme on n'est pas sur une page qui est gérée par Liveblocks, là pour le coup, je suis obligé de rafraîchir. Je pense que je pourrais obtenir la mise à jour en temps réel, mais je ne l'ai pas fait ici. Mais là, on voit bien la room React Montréal que j'ai créée. Je n'ai pas précisé, mais j'ai vraiment utilisé que le stockage de Liveblocks et de Clerk. Je n'ai pas du tout de base de données qui est en plus. J'aurais pu, hein. J'aurais pu stocker des données en plus dans une base, mais l'objectif, c'était aussi de juste utiliser Liveblocks. Ça permet d'éviter d'introduire un système en plus pour gérer nos données, puis ça marche relativement bien. Voilà, donc là, on voit, j'ai toujours une room dans laquelle, je n'ai pas deux utilisateurs, j'en ai un seul, mais qui est connecté deux fois. Et là, on voit cette fois-ci que j'ai accès aux utilisateurs qui sont connectés. Donc là, c'est mon login GitHub avec mon avatar. Et ça, encore une fois, c'est Clerk qui me le renvoie. Alors, on va aller regarder à quoi ça ressemble dans le code. Si je vais voir... Alors, je suis sur une room. Alors, pardon, il faut que je montre quelque chose avant. Ça, c'est la partie qui est vraiment indispensable, que je peux faire que du côté du back-end, que je ne peux pas faire du côté du front-end. C'est en fait le lien entre l'authentification de Clerk et Liveblocks. Pour des raisons évidentes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans le navigateur, sinon n'importe quel utilisateur pourrait s'attribuer les données qu'il veut. Donc là, c'est la fonction, donc c'est une fonction une serverless function de Next, ou une API route, qui fait quoi? Qui récupère l'utilisateur qui est connecté, donc évidemment qui crache s'il n'y a pas d'utilisateur connecté, donc là, ça ne va rien renvoyer du tout, l'utilisateur n'aura accès à rien s'il n'est pas connecté. Et ensuite, une fois qu'on a accès à cet utilisateur, on va appeler la méthode identifyUser de Liveblocks, qui nous permettre de dire à Liveblocks, à partir de maintenant, l'utilisateur qui est connecté dans cette session, c'est cet utilisateur-là. Donc là, on peut lui passer à peu près ce qu'on veut. Minimalement, on doit lui passer un user ID. Donc ça, c'est quelque chose qui est renvoyé par Clerk.
Je pense que je me souviens plus s'il passe l'ID de l'utilisateur GitHub ou un ID qui construit lui-même, mais ça, à la limite, c'est pas très important pour nous. Tout ce qui nous intéresse, c'est que l'utilisateur est unique. C'est là qu'on lui donne les groupes auxquels appartient l'utilisateur. Encore une fois, ça, c'est quelque chose que théoriquement, il faudrait aller récupérer du côté de Clerk. Donc là, par exemple, au lieu de démo, je pourrais donner l'ID de l'organisation auquel appartient l'utilisateur. Et enfin, je fournis, alors là, c'est des données que je suis vraiment libre de donner ce que je veux. On a un objet user info. Moi, j'ai décidé de donner le username et on a un attribut image URL qui est fourni par Clerk, qui est l'URL de l'avatar de l'utilisateur s'il en a un. Donc ça, c'est assez pratique pour afficher l'avatar de mon utilisateur GitHub, par exemple. Là, je peux vraiment lui donner ce que je veux. C'est des données libres. Dans le fichier liveblogs.config qu'on a regardé tout à l'heure, j'ai dû le faire d'ailleurs, je donne le type des données que je veux. Ça facilite un petit peu l'écriture du code ensuite. Mais là, ici, je mets vraiment ce que je veux. Je peux mettre son nom, je peux mettre des ID, je peux mettre des informations internes sur l'utilisateur que j'ai. Vraiment ce que je veux. Et une fois que j'ai fait cette fonction-là, alors là maintenant, en fait, je suis passé à un mode où j'utilise Liveblogs de manière un petit peu différente. C'est pas dans ce fichier-là. C'est... Mince, où est-ce que j'ai créé mon fichier? Clerk Provider. Où est-ce que je crée Liveblogs déjà? Ah oui, c'est là. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, le Liveblogs Provider, je lui passais ma clé publique. Je lui passais une clé publique en paramètre. Là, cette fois-ci, en fait, il y a deux modes, on va dire, qu'on peut utiliser. Soit c'est une clé publique et du coup, tout se passe dans le navigateur. Mais dès qu'on ajoute l'authentification, je lui passe l'URL de mon endpoint qui va gérer l'authentification, le fichier qu'on vient de regarder. Et ça, c'est un petit détail qui nous permet c'est une fonction qui nous permet de récupérer les informations sur la room. C'est pas très intéressant, je ne vais pas la montrer, mais voilà. Ce qui est plus important, c'est qu'on lui passe le endpoint qui va gérer l'authentification. Et il suffit de faire ça pour que d'un seul coup, dès que l'utilisateur va afficher la page, Liveblogs va automatiquement vérifier est-ce que j'ai un utilisateur connecté et en fonction de ça, à quelle room l'utilisateur a accès. OK ? De mémoire, je pense qu'il n'y a rien d'autre qui change sur cette page. Là où ça va changer ensuite, c'est sur la page d'une room. Donc c'est là, ça c'est le petit bout de code qui me permet d'afficher les utilisateurs qui sont connectés. Donc là, on avait ça tout à l'heure, on affichait il y a 4 utilisateurs connectés. Mais là, cette fois-ci, j'ai accès à des informations supplémentaires sur l'utilisateur, et notamment les informations que j'avais mis tout à l'heure dans mon objet. J'avais mis un objet info qui contenait le image URL avec l'avatar et le name. Et donc là, avec ça, ça me permet d'afficher pas juste qu'il y a 4 utilisateurs connectés, mais ça me permet aussi d'afficher qui est connecté sur ma page. De mémoire, je pense qu'il n'y a rien d'autre qui change sur cette page. Je vérifie. Non, c'est ça. Le reste de la page, ensuite, est complètement similaire à ce qu'il y avait avant. Moi, le hook use order, il vient de Liveblogs. Excuse-moi? Le hook ouais. orders vient de Liveblogs. Ouais, c'est Liveblogs, ouais. C'est ça. Il nous renvoie tout ce qu'il connaît sur les utilisateurs qui sont connectés sur la page. Exactement, ouais. Alors, sauf si tu es connecté en fait, en dehors du user qui est connecté sur la page que tu regardes. Mais parce que si toi-même, on le voyait là, si je suis connecté sur 2 navigateurs ou sur 2 fenêtres, il va me considérer comme un autre utilisateur sur l'autre page. En fait, si je veux dédoublonner les utilisateurs, c'est à moi de le faire en fonction de leur ID, par exemple. Je pense que sur le code, c'est tout ce que j'avais à montrer. Ah, j'avais oublié. Clerk nous fournit un fichier, un middleware. Ça, c'est vraiment du pur Next.js. Mais bon, c'est pas très très important. Globalement, je vous ai montré quasiment tout le code que j'ai eu besoin d'écrire. Il y a d'autres choses, le fichier liveblogs.config que j'ai montré tout à l'heure. Celui-là, il est auto-généré, mais bon, il est vraiment... Avant, il y avait beaucoup plus d'informations dans ce fichier-là. C'est aussi le fichier où on peut donner de la configuration supplémentaire à la connexion Liveblogs, mais par défaut, il n'y a besoin de rien lui passer. Et ensuite, c'est là que je vais définir mes types. Ah bah tiens, je parlais tout à l'heure du user, des informations sur l'utilisateur. C'est là que j'ai mon name et image URL que je définis.
C'est là que je vais définir quelles informations j'ai envie de stocker sur mes utilisateurs. Voilà pour le code. Est-ce qu'il y a des questions à propos de la technique? Ouais. Juste par curiosité, comme ça, est-ce que vous connaissez des sites web qui utilisent LiveBlock, donc des services qui utilisent LiveBlock? Ouais, c'est une bonne question. J'avoue que là, comme ça me dit rien, mais je serais assez étonné qu'il n'y ait pas ça, qu'il y ait pas marqué ça sur leur site web. Mais ouais, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Alors, compagnie, customers, voilà. Customers. Vercel utilise LiveBlock, c'est vrai, ouais. Voilà, bah, apparemment, ils ont quand même beaucoup de clients. Je vais être honnête, j'ai pas testé beaucoup de solutions équivalentes, donc je ne saurais pas dire si c'est les meilleurs dans ce qu'ils font. J'ai pas beaucoup de recul sur comment ça scale. Moi, je vais en parler en conclusion, mais bah, l'application que j'ai faite, elle est utilisée par 15 personnes. Alors, j'en suis très content, mais on n'est pas sur du 5000 utilisateurs à la minute. Donc, voilà. D'autres questions sur le code? Ouais. Moi, c'est plus par rapport à la technologie Clerk. Ouais. Peut-être que vous l'aviez déjà mentionné, mais c'est open source, il y a un pricing. Alors, Clerk, c'est un service qui est bah, qui a un free tier, mais qui est ensuite qui est payant. C'est un service entreprise. Mais la technologie de base qui est derrière, c'est Nexthost, qui est open source, qui est complètement utilisable par n'importe qui. Moi, avant, j'utilisais Nexthost, qui s'appelle Hostjs maintenant, je crois d'ailleurs. Ils ont dû se renommer. Parce qu'avant, c'était spécifiquement pour Next.js, mais ensuite, ils se sont un peu refactorés pour être utilisés sur d'autres frameworks. Je crois que c'est les mêmes personnes qui ont créé Nexthost et Clerk. Ce serait à vérifier, je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est les créateurs de ce projet open source qui se sont dit ce serait quand même cool d'avoir une version hébergée et encore plus simple à utiliser. Nexthost est relativement simple à mettre en place, mais il y a quand même un peu plus de boilerplate. C'est à nous de créer la base de données qui va contenir les informations des utilisateurs. C'est pas très complexe, c'est juste ça fait plus de choses à gérer. Donc je ne sais pas si le produit Clerk en lui-même est open source, mais en tout cas il est basé sur des choses open source et voilà. Merci beaucoup. Là? Ouais. Peut-être des limites sur le storage bloc. Je pense que oui, mais honnêtement, je ne serais pas capable de dire. Ce serait assez facile à vérifier, mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai jamais eu de limitation. Mais après, j'ai pas non plus stocké des centaines de mecs de données. Donc. C'est uniquement ta clé API. Hmm? Uniquement ta clé API va te relier à. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, en fait, je crée un compte et ensuite. Alors, ouais, j'ai pas mentionné, mais là, j'ai utilisé 1% des fonctionnalités de LiveBlocks. Je regrette un petit peu, j'ai pensé tout à l'heure que ça aurait été vraiment chouette, mais bah, en fait, assez difficile à montrer. Mais LiveBlocks permet très facilement d'afficher les curseurs des autres. Et c'est quand même assez fun, je trouve, dans l'application quand on voit les curseurs de tout le monde. Bon, là, moi, en pratique, j'ai qu'un seul curseur sur mon écran, donc je pense que j'aurais rapidement été limité dans la démonstration. Mais ça, c'est quelque chose que propose LiveBlocks. Ils permettent aussi tout ce qui est modification de texte à plusieurs. Si je veux faire un équivalent de Google Docs, je ne l'ai pas utilisé, je ne saurais pas dire si c'est facile à utiliser ou pas. J'imagine que oui, mais c'est quelque chose qu'ils proposent, c'est leur text editor. Et ils proposent aussi tout ce qui est commentaires. Là, je ne l'ai pas implémenté sur mon application, mais à un moment, je l'avais envisagé de pouvoir mettre des commentaires sur les tasks. LiveBlocks, je pourrais le faire à la main moi-même, mais LiveBlocks fournit l'outil pour dire automatiquement je crée un commentaire sur tel élément, il fournit le formulaire à afficher et tout ça. Donc voilà, beaucoup de fonctionnalités, mais c'est ça, en termes de limitation, en termes d'espace de stockage, j'ai pas creusé la question. Je ne saurais pas dire. Il y avait d'autres questions? Ouais. Est-ce que tu as réfléchi comment, disons qu'il y a un problème côté Mm-hmm. est-ce que tu as réfléchi à comment pour résoudre le problématoire si ça crache, ça crache, Ouais. je sais pas, l'application ne marche plus. Non, j'ai pas du tout réfléchi à ça. Je fais une confiance aveugle dans le produit. Non, malheureusement, ouais. Non, ce que j'ai quand même été obligé de gérer un petit peu, c'est le cas où qu'est-ce qui se passe si ma connexion s'arrête. Là, je mentirais si je dirais que c'est complètement résolu, on a encore des problèmes, mais j'ai fait en sorte que si je perds ma connexion, il y a un gros message rouge qui dit « Attention, tu as perdu ta connexion ». LiveBlocks est suffisamment intelligent pour que si je perds ma connexion pendant 10 secondes,
et que je la récupère, il est capable de se resynchroniser. Euh, mais bon, au bout d'un moment, il n'y a pas de miracle. Si je rafraîchis ma page, alors je ne saurais pas s'il stocke dans le local storage ou quoi, mais il ne peut pas stocker éternellement. Et on a toujours des cas, on ne sait pas pourquoi, mais des fois, on croit qu'on utilise bien l'application, qu'on crée des données et on refresh, et en fait, on se rend compte qu'il avait perdu la connexion et qu'il ne nous a pas prévenu. Bon, c'est des choses qui arrivent sur les applications de temps réel. J'ai encore des fixes à faire là-dessus. Je pense que j'ai résolu 95% des problèmes, mais il reste certaines petites situations qui sont un peu frustrantes. Les autres questions, t'as pas pensé à utiliser tout ce qui est Zosta? J'ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin parce que là, j'ai vraiment sur une page, en fait, je centralise la gestion de mon state grâce à Liveblocks. Vous avez vu, le code, il est pas très très complexe. Euh, et donc, j'ai vraiment pas eu besoin. Mais après, ça doit être possible, hein. Je suis à peu près sûr, en fait, même qu'il y a des wrappers Redux pour Liveblocks ou Zustand ou Mobex ou n'importe quoi. Mais les systèmes de gestion de state global, j'avoue que je les utilise un peu en dernière cour quand je me rends compte vraiment que c'est nécessaire. Mais quand je peux faire autrement, je fais autrement. Et là, en l'occurrence, j'ai vraiment pas senti le besoin que c'était nécessaire. Et là, toutes les étapes de Liveblocks sont Ouais. finales. Ouais, toutes les étapes viennent de Liveblocks. Ouais. Ouais, ouais. Bah, à part le formulaire, les formulaires où l'information est très locale, aux composants, mais ouais, mon état global vient de Liveblocks et de Claire. Ouais, tout à fait. Mais ce qui n'est pas dérangeant, bah, là, alors évidemment, l'inconvénient, c'est qu'il faut que je sois connecté à Internet. L'application n'est pas utilisable sans être connecté. Mais, en pratique, même si je voulais qu'elle soit utilisable non connectée, ça voudrait dire qu'il faudrait que je gère qu'est-ce que je fais quand je me reconnecte. Donc, plus le live. Bah, c'est ça. Ça diminue un petit peu l'intérêt. Ce sera à moi de l'implémenter, j'imagine. Je n'ai pas regardé, mais ça se trouve, Liveblocks a des très bons outils pour gérer ça, hein, le côté offline. Mais ce n'est pas un besoin que j'ai eu. Dans une application professionnelle, là, on part vraiment du principe que tout le monde est connecté. J'ai pas parlé des contraintes que j'ai pas eues pour ce projet-là, mais par exemple, j'ai absolument pas la contrainte du responsive. Personne va utiliser l'application sur mobile. J'ai pas envie de la créer pour ça, j'ai pas envie de gérer ça, et clairement, ce serait l'énergie perdue. Il y a des petites fonctionnalités, alors qui, je pense, paraissent généralement assez inutiles pour la plupart des utilisateurs, mais il y a beaucoup de développeurs dans la salle, et je pense que tout le monde sait que le dark mode est une feature complètement indispensable. Donc ça, c'est quelque chose que alors moi, je ne l'utilise pas beaucoup, mais je sais très bien que j'ai des collègues, je ne leur ferai jamais utiliser une application qui n'a pas le dark mode, donc c'était nécessaire. Mais voilà, les contraintes que j'ai pas eues, ouais, le côté responsive, c'était pas très nécessaire. Je dirais même qu'il y a des problèmes de layout, que j'ai pas eu besoin de gérer. Parce que voilà, quand on fait une application pour 15 personnes, ça nous facilite un petit peu les choses. Notre but, c'est pas vraiment d'être générique. Ouais. Juste comme ça, par rapport au problème, mettons, de connexion, peut-être qu'une solution, ce serait, mais je ne sais pas, parce que est-ce que si, mettons, pour chaque utilisateur, tu mettrais un signal, Mm. un signal qui affiche dans la page Ouais. web, là, mettons qu'il ne voit pas, mettons, l'utilisateur, mettons une lettre A qui affiche pour dire que. Ouais, un pulse en fait, quelque chose qui dit c'est bon, je suis toujours connecté. Ouais, mais Ouais. tu ne vois pas dans le background, mais mettons un autre serveur pourrait le lire. Ouais, Je ouais. ne sais pas si tu comprends ce que je veux Ouais, dire. je vois, mais il y a beaucoup de solutions qui me permettraient de gérer ça. Mais c'est plus là, il y a des fois, on ne sait pas pourquoi, l'application croit qu'elle est connectée alors qu'en fait, elle a perdu la connexion. Ouais, je disais, j'ai vraiment tout mis en place ce que je pouvais. Il y a certains moments où l'application croit qu'elle est connectée alors qu'en fait, elle n'est pas connectée. Et en fait, le problème, c'est que c'est des bugs qui ne sont pas faciles à résoudre parce que quand ça arrive, on a le réflexe de rafraîchir la page et d'un seul coup, bah, on a perdu tout le contexte qu'on avait. Donc, c'est un bug qui n'est pas possible à reproduire en fait. C'est juste que des fois, il arrive. Et... Ouais, mais juste comme ça, mais supposons que moi je rentre dans un room, mon utilisateur rentre dans un room. Là, genre, t'écrivais dans un paragraphe avec la même couleur de fond, dans un fond très invisible, t'écrivais mon username, puis tu l'effacerais. Tu l'effaces, tu l'écris, tu l'effaces, tu l'écris. Là, maintenant, tu peux avoir un autre serveur qui va regarder si le nom Ouais, ouais, mais je vois bien. Mais ça, je pense que c'est des choses que Liveblocks fait déjà. Mais encore une fois, il y a toujours le problème où mon serveur est plus connecté et du coup, il peut plus lire.
Mais on pourra en parler après si tu veux. Hein, mais là, normalement, c'est des choses que Liveblock est censé gérer, le problème de connexion, déconnexion. Donc, ouais, il y a aussi ça. Ouais. Ok, petite conclusion sur la présentation. Au niveau du retour d'expérience, bah, moi, clairement, je considère que c'est quand même un beau succès parce que quand je suis arrivé à la fin de ce week-end que j'avais passé à coder avec du Liveblock et du Clerk, j'ai présenté ça à mes collègues en me disant, avec un peu de chance, ils vont regarder, ça va peut-être leur plaire, et d'ici quelques semaines, on va commencer à peut-être expérimenter ça avec une petite équipe, peut-être en duplication de l'outil qu'on avait, juste pour essayer de voir un peu comment ça se passait. Et finalement, bah, une semaine après, tout le monde utilisait l'outil. Parce qu'en fait, tout le monde a vu l'outil. Alors, j'ai eu des petites modifications à faire par rapport au workflow, mais dans l'ensemble, tout le monde était vraiment content. Donc, très, très valorisant pour moi. C'est ça, un side project qui est utilisé. Alors, 15 utilisateurs, encore une fois, ça paraît pas beaucoup, mais c'est 15 utilisateurs qui utilisent cette application-là tous les jours et qui se fient à cet outil pour gérer leurs tâches. Donc, pour moi, c'est quand même pas rien. L'avantage de cet outil-là, c'est que ça reste très facile d'ajouter des nouvelles fonctionnalités. On m'en demande régulièrement. C'est un outil qui est collaboratif, qui est open source, donc bon, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, vous pouvez le forker, tout ça. Moi, je l'ai fait aussi en espérant que mes collègues allaient ajouter eux-mêmes leurs fonctionnalités. Bon, en pratique, c'est quand même moi qui le maintiens. C'est eux, ils se contentent. Mais bon, on utilise quand même les issues et tout ça. Ils me font des issues. Moi, je gère le projet en mode dictateur bienveillant. Donc, ça reste moi qui ai le dernier mot sur le projet. Si j'avais écouté toutes les features demandées par mes collègues, bah, aujourd'hui, on aurait Jira, parce qu'on aurait 50 fils différents pour chaque tâche. On aurait du AI pour nous générer nos tâches. Donc, je pense que comme beaucoup de projets open source, la plupart du temps, ça nous apprend à dire non, parce qu'on n'a pas envie on n'a pas envie d'implémenter toutes les fonctionnalités. Moi, mon but, c'est quand même de créer un outil minimaliste. Et je pense que l'outil est intéressant parce qu'il est minimaliste. Et que plus on rajoute, en fait, bah, dès qu'on rajoute une fonctionnalité, il faut voir si ça vaut vraiment le coup. On va ajouter de la complexité. Donc, des fois, c'est intéressant, des fois, ça l'est pas. Il y a des fonctionnalités que j'ai ajoutées et que je vous ai montrées là, puis elles étaient pas là au début, voire même, je n'avais pas pensé à les faire. Les snapshots, par exemple, le fait de pouvoir faire le snapshot à un instant T, de pouvoir le regarder 3 semaines plus tard, c'est une fonctionnalité qu'il n'y avait pas au début. Pour moi, ce n'était pas nécessaire. Et en fait, au bout de 2 semaines, on faisait des meetings où on se présentait des choses et je voyais mon team lead qui commençait à faire des screenshots et à les sauvegarder. Je me suis dit, bon, bah, là, il nous manque un outil. Donc je l'ai rajouté. Pour ce qui est des évolutions possibles, bah, comme je l'ai dit, nouvelles fonctionnalités. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des nouveaux utilisateurs. Si vous êtes intéressé, dites-le moi. Je vous fournirai le lien. Il y a une version qui est complètement utilisable. Vous n'avez pas besoin de cloner le projet et de le lancer. Hein, c'est utilisable directement. Mais pour moi, l'intérêt, ça reste quand même de vous approprier l'application si vous en avez besoin et l'adapter à votre workflow. Moi, mon but, c'est pas du tout de vendre la méthodologie qu'on utilise. On a fait quelque chose de très spécifique à notre équipe et ça marchera probablement pas dans d'autres équipes. Donc voilà, libre à chacun de s'approprier l'outil. C'est quoi les risques d'un projet comme ça? Je pense que le risque principal, c'est que le jour où l'outil ne convient plus, ce sera la réticence à changer d'outil, juste parce que ce serait dommage d'utiliser un outil commercial alors qu'on avait notre propre outil avant. Donc moi, j'ai essayé d'être très clair avec ma compagnie dès le début en disant, moi, je serais super content qu'on utilise l'outil, mais par contre, j'ai pas envie qu'on l'utilise pour me faire plaisir. Ou j'ai pas envie qu'on l'utilise pour le plaisir d'avoir notre propre outil. Il faut que ça reste un outil qui nous apporte de la valeur et pas juste un outil qui est utilisé pour le plaisir d'avoir un outil custom. Ce serait complètement contre-productif. L'autre risque, c'est que le jour où l'outil crash, c'est à moi de le réparer. C'est à nous de le réparer avec mes collègues. On n'a pas de support. Si l'outil crash pendant que je suis en vacances, ça attendra le retour de mes vacances. Donc ça, c'est un des risques possibles. C'est un risque qui est relativement maîtrisé parce que dans la mesure où l'outil ne permet de gérer que des tâches et non pas d'ajouter beaucoup de contexte aux tâches, c'est pas notre source de vérité sur ce qu'on fait. On a une base documentaire à côté qui documente toutes les informations dont on a besoin, tous les cycles, tous les requirements, tous les designs. On ne stocke pas ça dans les tâches comme on pourrait le faire par exemple dans un Jira. Donc, pire des cas, l'outil disparaît, bon, c'est un peu énervant parce qu'on perd un petit peu de tâches, mais globalement, c'est pas très très grave, quoi. L'outil est intéressant, utilisé au quotidien, mais 3 semaines après, les cycles qui sont finis, on les oublie, quoi. Voilà pour le retour d'expérience.
Ça conclut cette présentation. Petit rappel, mon projet sur lequel je travaille le plus en ce moment, projet personnel split.app, alternative à Splitwise. Sinon, voilà, j'ai mis des petits liens vers mes livres. Le QR code, vous pouvez le scanner, ça amène vers le repository qui contient l'exemple de l'application de ce soir. Le lien vers les slides, quelques liens sur mes sites à moi, mon profil LinkedIn. Et puis voilà, j'espère vous avoir donné envie d'utiliser Liveblog, d'utiliser Clerk. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Voilà. Alors, question. Ouais. Maintenant, très peu. En fait, nous, comment on travaille dans ma compagnie, on a des cycles de 6 semaines et ensuite on a ce qu'on appelle des cool-downs de 2 semaines. Et pendant ces cool-downs, ça nous permet de faire de la résolution de dettes techniques, de l'amélioration des fonctionnalités qu'on a développées pendant le cycle. Et moi, j'ai réussi, j'ai même pas eu besoin de négocier, c'était un oui immédiat. J'avais demandé à mon chef, est-ce que ça te va si pendant ces cooldowns, je consacre 2, 3, 4, 5 heures si nécessaire à cet outil? Et il m'a dit, bah oui, évidemment, c'est un outil qu'on utilise tous les jours. Donc là maintenant, je peux dire que l'outil tourne bien, j'ai plus vraiment de correction de bugs à faire. Donc, je sais pas, 2-3 heures par mois peut-être, quelque chose comme ça. Mais voilà. Non, vraiment pas, ouais. Ouais. Non, ouais, c'est ça. Ouais. Là, c'est juste, bah voilà, à chaque cycle, je rajoute, je sais pas, je rajoute une petite fonctionnalité. Là, par exemple, on m'a beaucoup demandé, puis au début, j'étais un peu réticent, puis je pense que je vais pas avoir le choix parce que c'est vraiment une feature qui est très nécessaire. On m'a dit, il nous faut pouvoir ajouter des liens sur les cartes concrètes. Parce que des fois, on a envie de mettre un lien vers un document, de mettre un lien vers une issue. Donc là, il va falloir que je trouve comment faire, mais on s'est rajouté un champ avec un lien, ça va me prendre quoi? Si ça me prend une journée de travail parce que j'ai envie de faire ça bien et que ce soit vraiment bien responsive et agréable à utiliser, au pire, ça va me prendre une journée de travail. Mais voilà, c'est pas. Non, ça ne demande pas beaucoup de maintenance. Et puis, c'est hébergé sur Vercel, c'est tout géré par Liveblocks, par Clerk. Donc, il y a beaucoup qui est géré, pas par moi en fait, mais par les outils que j'utilise. Donc, c'est assez cool pour ça. Il y avait d'autres questions? Ouais. Combien d'heures dans votre fin de semaine est-ce que votre prototype La fin de semaine, ouais, j'avais quand même passé. Ouais, je dirais peut-être c'était une fin de semaine de 3 jours. J'avais dû passer, je pense, une bonne vingtaine d'heures, je pense. Une bonne vingtaine d'heures. Et la semaine après, j'avais aussi passé un peu de temps parce que j'avais eu beaucoup de feedback. Ouais, je dirais peut-être pour la version utilisable, ouais, une cinquantaine d'heures, quelque chose comme ça, en tout. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, l'idée de la présentation, c'est aussi de montrer que c'est un projet qui est intéressant et des fois, ça vaut le coup. Enfin, je veux pas, je sais pas quelle méthodologie vous travaillez, avec quelle méthodologie vous travaillez, mais des fois, ça vaut le coup de se dire, bah, la méthode qu'on utilise pour travailler, on n'a pas réussi à trouver d'outils pour nous aider, ou alors on utilise un outil mais qui n'est pas adapté. Des fois, ça vaut le coup de se dire, bah, est-ce que je ne développerais pas mon propre outil? Je sais que c'est quelque chose qu'on évite de faire en général. On préfère essayer de trouver quelque chose qui existe déjà. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire tout le temps, mais juste peut-être envisager. C'est un projet intéressant et ça peut valoir le coup. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné le plus de divertissement dans le projet ou Ouais. C'est ce dont j'ai pas parlé ce soir, c'est le drag and drop. Ouais. Ouais, bah en fait, c'est aussi parce que j'ai appris cette librairie en même temps. Et l'interaction avec Liveblocks se fait très bien parce que Liveblocks, lui, tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est quoi le statut de ma tâche. J'ai stocké un ordre. Je dis ça, mais ouais, si c'est ça. J'ai stocké l'ordre de la tâche pour savoir quand j'ai envie de les réordonner. Mais ça, c'est la partie facile. La partie complexe, c'est gérer les interactions utilisateurs. C'est pour ça que je disais, on pourrait faire une présentation entière sur le drag and drop. Mais je pense que maintenant, si je devais le refaire, ce serait beaucoup plus facile. Mais c'est juste que c'est un peu comme quand on a besoin de faire des charts ou quand on a besoin de faire des éléments graphiques, des animations. C'est pas forcément difficile à la fin, mais il y a une learning curve. Il y a un moment, il faut aller regarder c'est quoi les concepts théoriques. Et évidemment, au début, on se dit non mais c'est bon, mon besoin est ultra minimal, je vais juste copier l'exemple et je vais l'adapter.
Et en général, à un moment, on frappe un mur parce qu'on se dit, bah non, mais là, j'arrive pas à résoudre mon problème, faut que j'aille lire la doc et il faut que je comprenne c'est quoi cette notion que je comprends pas depuis le début. Donc ouais, clairement, l'élément le plus difficile, c'était ça. C'était le drag and drop, quoi. Ouais, excuse-moi. Justement, pour rebondir sur ça, est-ce que quand tu dragues et drop quelque chose, la personne voit l'élément bouger ou Non. la personne a le droit d'arriver dans le case avec Non, elle le voit arriver. Ce serait complètement possible avec Liveblox de voir la case se déplacer au fur et à mesure. J'ai estimé que ça valait pas le coup, en fait. C'était pas nécessaire. C'est comme quelque chose que j'ai pas implémenté, mais que je pourrais. C'est quand je modifie une tâche, les autres utilisateurs ne me voient pas taper mon texte. Ils voient juste, c'est parce que c'est moi qui l'ai implémenté comme ça, c'est quand je valide la sauvegarde, et là, il enregistre la tâche et les autres utilisateurs la voient. Donc, c'est des petites améliorations qui pourraient venir. Après, il faut juste se demander, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaudrait la complexité? Moi, je pense que non. Mais bon, si dans certains contextes, ça peut être intéressant, c'est possible en tout cas. D'autres questions? Tu as implémenté juste l'aspect live, mais pas textuel, c'est ça? Ou tu l'as aussi implémenté avec Liveblox? Non, l'aspect textuel n'est pas géré. Les données sont le texte que je saisis est stocké chez Liveblox. Ce que j'ai pas utilisé, c'est la possibilité d'éditer du texte à plusieurs en même temps. Ouais, c'est ça. Et Ouais. comment ça se passe si, par exemple, il y a des personnes qui éditent une carte? Est-ce que tu la bloques? Là, actuellement, comme ma granularité est vraiment générée au niveau d'une carte, c'est un peu mon élément atomique que je stocke. Là, on pourrait avoir pas de la gestion de conflit, mais si on est deux à éditer une carte en même temps, bah, c'est le dernier qui va avoir la priorité, ça va écraser. Mais en fait, c'est pas gênant quand on est au niveau d'une carte. C'est aussi parce qu'on est rarement 50 sur le même board en même temps. Donc, encore une fois, j'ai estimé que c'était un compromis qui était largement acceptable. Mais après, je pourrais aller dans les features de Liveblox, édition de texte, et là, de gérer, et on verrait le curseur des autres sur ma tâche. Mais sur un texte de 100 caractères, c'est peut-être un petit peu overkill. Ou alors, je pourrais avoir un système de blocage, de dire, bah non, il y a quelqu'un qui est en train d'éditer la carte, donc tu ne peux pas la modifier. Ce serait complètement possible. Encore une fois, pas forcément indispensable. Il n'y a pas d'autres questions? Parfait. Eh ben, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser après, mais en attendant, je vous remercie.